Alors, on va poursuivre avec Anthony Colo. Anthony Colo est professeur enseignant à l'université d'Aix-en-Provence, dans un département d'art plastique. Et il va nous faire je sais pas, une communication, un exposé, une performance. Un truc. Ça s'appelle Des trucs apophatiques et à bruit secret. Voilà, il va vous expliquer ce que c'est que ces trucs. Alors des trucs, c'est étymologiquement des coups, c'est des machins, des choses indéterminées, mais aussi c'est des trucs, c'est bien des tours de passe-passe, des choses pour avoir le public. Alors je vais être un peu dense, je vais essayer de vous avoir un peu. Alors, premier truc, c'est de vous raconter des histoires. Alors, des histoires performatives. La première histoire que je souhaite vous raconter, c'est celle d'une performance dont je n'ai fait aucun état. Il n'existe pas d'image, pas de vidéo. Une performance dont je suis l'auteur et qui a eu lieu à la Pentecôte. Je ne sais pas si je sais que la culture religieuse, la Pentecôte, c'est le moment où, dans le catholicisme apostolique romain, en tout cas, on fête un événement qui consiste à voir l'Esprit Saint descendre près des apôtres. Et donc, à ce moment-là, on peut lire les évangiles dans différentes langues. Alors, je me suis rendu dans une église et je me suis proposé pour lire les évangiles en japonais. Alors, il se trouve que ma maîtrise du japonais est très faible. Je sais lire un des trois systèmes. Il y a les hiragana, les katakana et les kanji. Je sais lire celui que je sais lire un enfant de 3-4 ans, c'est-à-dire les hiragana. Et donc j'ai lu les évangiles en ne lisant que les hiragana, c'est-à-dire grosso modo les éléments de liaison, les terminaisons, etc. Mais en prenant un ton suffisamment comme celui-ci, vous allez voir. Donc là, je vous lis les évangiles Jean par Nabokov, c'est Lolita. Mais peu importe, ça pourrait être toute autre chose, puisque ça revient à peu près au même, puisque ce sont que des éléments de liaison et des terminaisons. Iyo, iyo, lita, no, no na, ni tsuite, kuto iu, na ni, torika kaからけれ、たら、たる、などが、にしょ、にしょ、りることは。Donc j'ai fait ça pendant une dizaine de minutes et je dois dire que les adeptes de la religion de la transsubstantiation étaient absolument ravis et m'ont chaleureusement remercié. J'ai eu le droit à des accolades et peut-être même une bise. Alors bien sûr, je suis un petit con et ça relève d'une forme voilà, de bêtises. Mais donc c'est la première fois que je révèle ce bruit-là, en tout cas, qui néanmoins n'était pas un bruit pour les auditeurs, puisqu'il était de l'ordre de la parole révélée. Pour eux, j'ai lu la parole révélée, et donc ces sons étaient de la parole révélée. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir que en soi, enfin, la réalité n'a d'autre sens que celle qu'on veut bien lui donner. J'ai une petite phrase de Wittgenstein à ce sujet. Une proposition mathématique dit toujours ce que prouve sa preuve. Et c'est précisément ce que j'entends par l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience ne prouve toujours que ce que prouve sa preuve, c'est-à-dire elle n'est pas le fruit d'une adéquation avec un supposé réel, mais elle est autotélique, elle se justifie en elle-même, et donc voilà. Alors, autre performance dont je vais relater en vous mettant une vidéo ready-made. Je suis assez feignant, donc voilà. Tac, peut-être ça marche comme ça. Voilà, c'est
comme pour vous distraire aussi. C'est une vidéo ready-made, mais qui va me permettre de vous narrer une autre performance qui a consisté à communiquer avec Henri Michaud. Ah, c'est bien ça, la lumière qui descend. Je vais enlever la barre. Alors, Henri Michaud est mort il y a un certain temps, vous savez, c'est un poète surréaliste. Le premier texte qu'il a écrit, c'est en 1924, et c'est en Équateur. Et dans ce texte, en fait, il était en Équateur, c'est un journal de voyage, il s'ennuyait, il trouvait les Équatoriennes particulièrement laides. Et il ne voyait pas de moyen de fuir, les trajets sont assez longs. Et il s'est adressé à son lecteur du futur, en disant, lecteur et lectrice du futur, ne me laisse pas seul avec les morts. Quand je serai mort, ne me laisse pas seul avec les morts, comme un soldat dans les tranchées qui ne recevrait pas de lettres. Je suis allé avec mon associé Clémentine Beaugrand, dont le travail qui est à l'extérieur sera source de communication tout à l'heure, en Équateur, et nous avons essayé de mettre la main sur un chaman, mais un chaman syncrétique comme on en trouve en Amérique du Sud, c'est-à-dire un chaman qui est tenté de christianisme et qui serait capable de nous permettre de rentrer en communication avec Henri Michaud et d'accomplir sa demande de 1924 de jeune homme qui demandait de ne pas être laissé seul avec les morts. Ce que nous avons réussi à faire avec donc, l'homme qui s'appelle Daniel et qui est l'auteur de cette vidéo que vous voyez, qui s'appelle Fantasmas Ecuador. Et donc il a pris rendez-vous avec Henri Michaud pour nous. Et là, vous les voyez. Alors là, ça se passe précisément dans l'endroit où nous avons accompli cette rencontre. Donc nous avons communiqué avec Henri Michaud, qui est apparu d'abord grâce à des sons, dont je vous passerai quelques enregistrements tout à l'heure. Et le premier son qui a permis d'identifier Henri Michaud, c'était son accent. C'est-à-dire qu'il parlait espagnol avec un accent bizarre que le chaman a identifié comme étant assez proche du nôtre. Voilà. Alors, l'expérience était particulièrement intéressante, moins que ce film, mais enfin très intéressante. Et Henri Michaud m'a touché la cuisse gauche pendant cette expérience. C'est-à-dire que j'ai senti une pression sur la cuisse gauche. Il se trouve que ça ne change strictement rien à mon scepticisme, qui est tout à fait pyrrhonien. C'est-à-dire que je ne crois pas en cette expérience, même si je l'ai senti dans mon corps. Ça aussi me semble important, c'est-à-dire que le paradigme de ma croyance est plus fort que l'expérience sensible. Inversement, me semble-t-il, le peu de force des expériences que peuvent avoir ces chamans qui lisent des présences dans des sons de porte, etc., signent simplement leur système de croyance comme lisible. C'est-à-dire que, grosso modo, une fois de plus, l'expérience ne prouve rien. Toujours est-il que je me suis fait tripoter la cuisse par Henri Michaud. Que dire d'autre ? Dans l'entrée de cette école, en entrant, vous avez dû entendre un bruit qui ressemble à celui-ci. Je vais vous en passer un extrait. Et non pas... donc le premier bruit, alors il s'agit de la retranscription des 551 noms de Dieu dans les trois monothéismes à la fréquence de 551 MHz. Donc c'est une pièce de Clémentine Beaugrand.
qui contrevient à un fondement des monothéismes, c'est-à-dire tu n'évoqueras pas en vain le nom de Dieu. Ce qui est potentiellement aussi pertinent et intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle n'est compréhensible qu'à partir du moment où on a connaissance de l'hypertexte. C'est-à-dire que c'est le mort, c'est précisément là comme une forme de langage universel, mais qui est aussi un langage inaudible, incompréhensible, enfin sans référent. Et que c'est la synchronie aussi de l'ensemble des noms de Dieu qui, qui peut-être représente le nom de Dieu. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, par exemple, dans le Coran, c'est qu'il y en a 99, qu'aucun des noms de Dieu n'est le vrai nom de Dieu, mais l'ensemble des noms de Dieu est vraisemblablement le nom de Dieu. C'est la même chose avec, enfin la même chose, c'est un peu différent avec le judaïsme où il y a un imprononçable du nom de Dieu. Vous savez, Yahvé n'est pas prononçable. Je dois dire Yudé, Vav, E, par exemple, c'est-à-dire prononcer les lettres plutôt que le nom. Et encore, prononcer les lettres est devenu, comme le référent est trop manifeste, on ne le prononce plus non plus. On peut dire le nom que je ne prononce plus, mais même en hébreu, la phrase le nom que je ne prononce, que je n'ai pas le droit de prononcer, n'est plus prononçable parce qu'elle se réfère trop directement à Yahvé. C'est-à-dire qu'il faut renouveler, c'est-à-dire qu'il faut mieux vaut dire chou-fleur pour parler de Yahvé ou machine à coudre que Yahvé. Voilà. Et donc là, il est question de tous ces noms qui sont simultanément prononcés. Alors, c'est une pièce qui a déjà été présentée, entre autres dans un couvent dominicain, le couvent du Solchoir, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, à côté d'Évry, à Étiole précisément. Et alors, au moment de sa présentation, les ordinateurs du couvent du Saulchoir et ainsi que les téléphones sont tombés en panne, ce qui a créé une sorte de situation paranoïaque auprès du personnel de cet ancien couvent dominicain. Même chose, hein, je vous laisse paranoïer à votre guise. Alors, mon intervention est censée traiter de À bruit secret de Marcel Duchamp. Alors, qu'est-ce que c'est qu'À bruit secret? Un bruit secret, c'est une pièce, un ready-made modifié que Duchamp réalise à la Pâques de 1916 et qu'il réalise de manière assez simple en prenant une bobine de fil, 2 plaques de métal, 4 vis et demandant à la personne qui le loge à ce moment-là, c'est-à-dire Walter Arensberg, qui est un poète et collectionneur new-yorkais en tout cas, d'introduire un objet. Duchamp dira en 1954 dans une interview une pièce ou un diamant, l'un ou l'autre, ou toute autre chose, un objet qui fait du son. Alors, qui fait du bruit, à bruit secret ou à bruit caché en anglais. Alors moi, cette pièce, j'ai essayé de la penser. D'abord, ce bruit, je ne l'ai jamais entendu, pas plus que quiconque ici, puisque la pièce, on ne peut pas la toucher. Donc elle est stable. Donc c'est un bruit qui n'existe que dans le titre, c'est une sorte de secret manifeste. Enfin, et alors j'ai essayé de la penser et puis je me suis rendu compte que 1916, donc d'abord lui n'est pas dans les tranchées et contrairement à un de ses meilleurs amis dont il a été question juste avant qui s'appelle Apollinaire et je me suis interrogé sur les questions de date. Alors la Pâques 1916 c'est le 24 avril, Apollinaire il est blessé à la tête le 17 mars et il est trépané le 10 mai. Alors, une trépanation, moi j'ai connu quelqu'un trépané, c'est-à-dire il s'agit de faire un trou puis ensuite de mettre une plaque de métal enfin, voilà, que l'on vise dans la tête. Donc ma question c'était celle-ci, c'est-à-dire est-ce que Duchamp avait connaissance de la future trépanation de un de ses meilleurs amis au moment où il a réalisé À bruit secret? Hypothèse qui n'a jamais été énoncée, qui relève purement d'une sorte de pensée paranoïaque aussi de ma part, mais dont il est question ici.
Allez, allez. Alors aussi, je fais un lien très, très évident entre la pièce de Duchamp et puis d'autres expériences comme des expériences de pensée, comme le chat de Schrödinger, qui consiste aussi à envisager ce qui peut se passer dans un espace tenu secret, en tout cas caché, mais aussi une expérience de pensée d'Hilary Putnam qui s'appelle Brain in a Vat, un cerveau dans une cuve, que vous connaissez peut-être, qui est une expérience de pensée bien plus récente puisqu'elle date de 81, qui consiste à imaginer, imaginons, euh, ce soir, en rentrant chez vous, vous allez vous endormir, et puis là, un scientifique vous enlève et prend votre cerveau et le plonge dans une substance. Votre corps est laissé de côté, seul le cerveau est mis dans une substance reliée à un ordinateur très puissant qui va vous produire au réveil les mêmes impulsions électriques que vous produit votre quotidien, c'est-à-dire manger un croissant, boire un café, aller se promener, etc. C'est-à-dire que vous pensez vivre normalement alors que votre cerveau est pris dans un ordinateur. Et la question est comment savoir si oui ou non je suis dans l'ordinateur, enfin mon cerveau est pris dans l'ordinateur ou dans le vrai monde. Bien entendu, il n'y a pas de, de réponse. Et je vois vraiment un grand lien entre ces expériences. Le lien, c'est celui des états superposés. C'est-à-dire que, contrairement à une des données fondamentales de la pensée occidentale, qui nous vient d'Aristote, qui nous dit, grosso modo, je vais vous lire un extrait, qui est le principe de non-contradiction. Dans le livre K, Aristote l'énonce ainsi: il n'est pas possible que la même chose en un seul et même temps soit et ne soit pas. Voilà, donc on est fondé sur un principe de non-contradiction. Et moi je pense que Duchamp, en bon pyrrhonien, c'est-à-dire adepte de Pyrrhon, des sceptiques, et on sait depuis peu que Pyrrhon, ça fait partie des auteurs qu'il a lus à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et alors, en bon pyrrhonien, en bon sceptique, il remet en cause le principe de contradiction en proposant une pièce dans laquelle il y a des états superposés. C'est-à-dire que c'est à la fois silencieux et bruyant, que c'est à la fois pièce et diamant. Euh, et comme le chat, quelques années plus tard, puisque le chat de Schrödinger c'est 35, est à la fois vivant et mort. Euh, et voilà, et c'est ce que je pense de la question du bruit. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup question ici de savoir si à partir du moment où le bruit devenait un signal désiré, il continuait à être bruit. Et je pense simplement qu'il est à la fois bruit et signal, et donc il y a cette superposition de ces deux états. Et pour preuve, euh, donc, la voix d'Henri Michaud. Je vous la repasse. Merci. Merci Anthony. Je me tâtais si je pose tout de suite une question, parce qu'on a démarré sur ce mode-là, et puis je vous laisserai, si vous voulez en reposer après, vous avez de toute façon un peu de temps pour y réfléchir. Oui, je relève une omission dans cet exposé. Il y a une autre performance que tu as faite, qui s'appelle Hors d'œuvre.
dont tu avais dit qu'elle était modélisée, je te cite, hein, sur À bruit secret. Oui, Ce serait possible d'en avoir. Oui, c'est possible. Alors, c'est effectivement une performance réalisée avec Clémentine à la ferme du Buisson, qui est une performance effectivement modélisée sur Abri Secret, mais simplement les objets, la pièce et le diamant étaient Clémentine et moi. J'étais bien entendu le diamant. Et on était enfermés dans une pièce pendant une journée entière, visible simplement par le judas de la porte. Et nos sons étaient amplifiés. Il y avait 2 amplificateurs assez importants devant la porte et un micro au centre. Et nous avons mis en place un centre d'action de vacuité. Entre autres actions, Clémentine a lu de la littérature zen pendant que j'avais une relation, un coït, avec une poupée gonflable transparente, sans tête ni jambes, que j'avais acheté dans un sex shop japonais. Donc c'est un tronc transparent avec lequel j'ai coïté. Et donc, alors le son des allers-retours, plus la littérature zen était amplifié. Donc ça, en plus, alors oui, Clémentine n'entendait rien puisqu'elle avait un casque, elle écoutait de la musique dans ce temps-là. Et en plus, la télévision fonctionnait, il y avait un livreur de pizza, des jouets. Enfin, il y avait 100 actions simultanées et qui rendaient le tout réellement pour nous insupportable, avec un niveau d'échange qui était vraiment proche du niveau zéro. C'est ce que nous visions, c'est-à-dire une forme d'ataraxie par la médiocrité. Oui, il faut savoir que ce rapport à la médiocrité, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et oui, entre autres par la figure de Jacques Lizen, qui est un artiste belge qui est assez important dans la question du bruit dans l'art contemporain, puisqu'il invente dans les années 70, comme disait mon camarade tout à l'heure, du cabaret médiocre, où sur scène, il se produit avec des bétonneuses dans lesquelles il met des billes, des aspirateurs, et il chante des compositions. Je peux vous chanter un extrait, par exemple. Vasectomie, youpi. Voilà. Il a une voix comme ça. Ou La banane n'est pas la nana aussi, qui est un de mes titres préférés qui donne. La banane n'est pas la nana. Voilà. Voilà. Vous pouvez trouver tout ça sur l'internet. C'est assez réjouissant. Voilà. J'ai eu l'occasion non pas de voir cette pièce, que j'ai commencé à utiliser le terme d'exposition de l'interdit, et que j'ai ensuite appliqué du coup à Bruit secret de Duchamp. Ça te paraît... Enfin, aussi comme sacré et comme secret manifeste. Ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement pertinent, qui est une pensée qui est chère à Heidegger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret qui ne se manifeste pas. Enfin, si vous avez un vrai secret, vous n'avez pas de secret. Donc, et donc il faut manifester le pouvoir de voilement. Et on peut partir du principe que le bruit est une forme de voilement manifeste. Sans forcément qu'il y ait de contenu d'ailleurs, hein. On peut manifester une absence de contenu.